laisser la main à Christophe Auberger, donc sur la partie, la première ligne de défense, notamment la partie firewall. Tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, on va aborder les moyens de protection. On a vu que ce qu'on a constaté les dernières années, c'est que tout ce qui tourne autour de rançon logiciel s'est beaucoup développé et surtout s'est diversifié. Pendant longtemps, ces activités-là étaient des activités essentiellement de type spam, c'est-à-dire de grosses volumétries avec un taux de retour dépendant des conditions, c'est comme ça a été dit avant. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même deux types d'attaques. Donc, ces attaques volumétriques, on va dire, continuent d'exister, mais on a de plus en plus d'attaques ciblées et donc beaucoup plus sophistiquées. Donc, moi, je vais vous présenter un peu comment on peut se protéger de ce type d'attaque et de manière plus large, comment on peut protéger les données, puisque c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé au niveau de la cybersécurité. C'est que aujourd'hui, on est centré sur la donnée. Parce que protéger les flux, c'est pas suffisant, parce que les systèmes d'information ont beaucoup évolué, et on est dans des systèmes où les frontières sont assez floues, on a beaucoup de gens en situation de mobilité, on a des données qui sont très distribuées, et donc il va falloir agir un peu différemment. Et aujourd'hui, le pare-feu, le firewall, alors quand je parle firewall, bien évidemment, je parle firewall ce qu'on appelle une nouvelle génération. Moi, j'aime pas trop ce terme, ça veut pas dire grand-chose. En fait, ce sont des firewalls évolués qui vont aller plus loin que de l'inspection simplement de flux basés sur des choses basiques comme des adresses ou des numéros de port, mais qui vont être capables d'analyser le contenu et donc d'aller beaucoup plus loin. Donc aujourd'hui, ces firewalls, ils sont au cœur de la protection. Ils sont souvent distribués, mais en tout cas, c'est à la fois la première ligne et la pierre angulaire sur laquelle l'architecture de sécurité va être construite. Ils vont finalement assurer trois grands rôles. Le premier, c'est d'assurer les fonctions de protection traditionnelles. Donc, tout ce qu'on met dans les fonctions de protection, c'est les fonctions qui permettent d'arrêter une attaque avant qu'elle n'arrive finalement dans le système d'information ou dans une zone du système d'information. Donc, c'est tout ce qui est anti-malware, système anti-intrusion, DLP, etc. Ils vont également assurer la segmentation, parce que c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on le sait, malheureusement, personne ne peut garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Et donc, il va falloir être capable de mettre en place des mécanismes de confinement pour faire en sorte qu'une attaque ait un impact très limité sur le système d'information. Idéalement, effectivement, ces mécanismes de confinement sont complètement automatisés, mais c'est extrêmement important et ce sont généralement les firewalls qui assurent sa segmentation pour pouvoir justement séparer les différentes zones entre elles. Et puis, le troisième point qui devient de plus en plus important, et notamment quand on parle de ransomware, c'est effectivement que ce pare-feu, en fait, ce système central va participer aux fonctions de détection. Donc, quand on parle de détection, on est plus sur la détection-réponse. On le sait aujourd'hui, malheureusement, en tout cas en ce qui concerne le ransomware, mais pas uniquement, c'est extrêmement facile. Le marché de la cybercriminalité, c'est très largement professionnalisé et ça ne nécessite pas de compétences. On peut assez facilement acquérir des codes, des morceaux de code, on peut les assembler. Tout à l'heure, la personne de l'ANSSI parlait de crime as a service. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut accéder à des plateformes qui vont vous permettre de créer votre propre ransomware avec des caractéristiques particulières, avec votre numéro de portefeuille en crypto-monnaie, etc. Ce qui fait que les systèmes traditionnels de protection qui sont basés sur finalement des bases de connaissances, des bases de signature, des bases de vulnérabilité, de choses comme ça, vont être dans certains cas inefficaces et il va falloir les compléter par d'autres systèmes. Ces systèmes-là sont en général des systèmes qui sont basés, on va dire au sens large, sur de l'analyse comportementale. On va analyser le comportement d'un fichier, on va analyser le comportement d'un poste, ce qui revient à dire qu'on analyse le comportement de l'utilisateur qui est derrière ou du robot qui est derrière, puisque c'est justement souvent le cas quand il y a une attaque. Et ces systèmes-là sont assistés très souvent par l'intelligence artificielle. Alors là aussi, je n'aime pas trop le terme. On va avoir deux grands types, du machine learning et du deep learning selon les objectifs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiler, en fait, définir des gabarits, définir des profils de fonctionnement normaux et pouvoir alerter quand ça dérive par rapport à ces fonctionnements normaux. Aujourd'hui, le firewall, le pare-feu nouvelle génération, est au cœur de ces dispositifs et c'est lui qui va soit réagir directement si on est sur des fonctions de protection, soit soumettre les échantillons ou les informations
aux systèmes externes qui participent à la même plateforme de cybersécurité pour les analyser. Donc, typiquement, fournir un fichier douteux ou inconnu au sandbox qui va l'analyser à différents niveaux d'analyse jusqu'à potentiellement le pouvoir exécuter dans un environnement confiné. Et probablement, s'il commence à chiffrer des fichiers sur le disque dur, on peut raisonnablement estimer que c'est un rançon logiciel et du coup alerter, déclencher des mécanismes de confinement automatique, etc. Donc c'est vraiment extrêmement important. Alors le firewall a toujours été important, mais aujourd'hui en fait il a un double rôle. Il a ce rôle de sécurité directe, je dirais, à la fois dans la protection et dans la détection, mais il a également un rôle d'orchestration, donc souvent intégré à des plateformes de cybersécurité, ce que chez nous on appelle la fabrique, qui va permettre d'intégrer les fonctions et d'automatiser. Et c'est lui qui sera à la base finalement de toutes les lignes de défense. Il est en première ligne, mais il participe également indirectement aux autres lignes de défense qui vont permettre de réagir sur des attaques qui sont malheureusement de plus en plus sophistiquées et de plus en plus difficiles à appréhender de manière simple et avec des dispositifs classiques. Alors, ça ne veut pas dire que les dispositifs classiques, Firewall Next Gen avec de l'anti-malware, avec de l'IPS, il faut les abandonner. Ils vont quand même permettre aujourd'hui, c'est 80% des attaques qui sont bloquées de cette manière-là, mais cette évolution du firewall, cette évolution du pare-feu et cette intégration dans une plateforme de sécurité va permettre d'aller adresser les 20% restants qui sont finalement ceux qui font le plus mal parce que difficilement appréhendables, difficilement détectables et souvent quand on s'en rend compte, on s'en rend compte plus par les effets et l'impact que justement par une détection a priori. Effectivement, quand on commence à avoir des posts qui affichent des messages demandant de payer une rançon pour déchiffrer les fichiers, on est effectivement déjà un peu loin dans l'attaque et on est dans le mode réactif. Et bon, ça va se passer plus ou moins bien selon les conditions et les cellules de crise qu'on a pu en mettre et les procédures. Mais l'objectif justement d'intégrer dans la première ligne des fonctions additionnelles, c'est justement de pouvoir éviter ce genre de choses sur des attaques de plus en plus sophistiquées. Alors, heureusement, effectivement, il y a beaucoup de rançons logiciels aujourd'hui qui sont assez basiques, mais il y a quand même une augmentation assez significative de la sophistication de certains et surtout du ciblage. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de ransomware qui sont ciblés sur des entreprises et donc qui pénètrent beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que ça nécessite plus d'efforts de côté attaquant, bien entendu, mais par contre, le retour sur investissement, si on peut dire, en tout cas, la capacité d'infecter et d'arriver au but, qui est de chiffrer les fichiers et de demander de l'argent pour les déchiffrer, est beaucoup plus efficace et le taux de réussite est beaucoup plus important. Donc, il y a des exemples de plus en plus flagrant aujourd'hui. La problématique est simple. L'objectif des cybercriminels, c'est toujours le même, c'est de monnayer leur action, c'est-à-dire voler des informations pour les revendre. Vous avez deux possibilités une fois que vous avez volé des informations. Soit elles sont revendables, entre guillemets, ou exploitables par beaucoup de monde et vous pouvez les revendre. C'est le cas d'informations sur des comptes bancaires, de numéros de carte bancaire, etc. On voit bien que n'importe qui de malhonnête peut utiliser ces informations-là. Mais il y a des informations industrielles qui sont très difficiles à monnayer à l'extérieur, soit parce que ça pose un problème déontologique et toutes les entreprises ne sont pas forcément malhonnêtes, fort heureusement, et donc les gens vont avoir du mal à racheter ce type d'informations. L'autre possibilité que vous avez, c'est de les vendre à ces propriétaires légitimes, et c'est exactement le principe du ransomware. Vous volez des informations, alors pas physiquement, vous les chiffrez, mais ça revient au même, et vous demandez une rançon, vous demandez de l'argent pour les déchiffrer, donc pour les revendre à leurs propriétaires légitimes. On constate un peu la même chose que qu'on constate sur le marché, entre guillemets, du vol d'œuvres d'art et notamment du vol de tableaux. Quelqu'un qui vole un Rembrandt hyper connu, il ne pourra jamais le vendre parce que c'est très compliqué et parce que c'est très repérable et il faut tomber sur quelqu'un de malhonnête pour le revendre. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est quand même plus rare. La solution la plus simple, c'est de revendre ce tableau à son propriétaire légitime à un prix inférieur à sa valeur, mais à un prix qui est conséquent quand même. Et ça, c'est des choses qui se pratiquent couramment et depuis longtemps sur le marché, en tout cas dans l'environnement des vols de tableaux et d'œuvres d'art. Et on retrouve aujourd'hui la même chose dans le monde digital avec cette notion de revendre les informations à leurs propriétaires légitimes. Donc, le point central qui va permettre de mettre en œuvre cette intégralité de solutions, aujourd'hui, une solution de sécurité
en moyenne, c'est 11 solutions différentes. Ça va être effectivement le pare-feu qui va permettre de faire le lien avec la Security Fabric et donc d'avoir une sorte de framework dans lequel on vient plugger les fonctions de sécurité, où le firewall a une importance très élevée puisque c'est lui qui va finalement être la première ligne de recevoir les informations potentiellement malfaisantes et pouvoir soit les traiter en direct, soit les fournir à d'autres systèmes qui vont appliquer des méthodes de protection différentes, d'analyse différentes, parfois en faisant intervenir du machine learning ou du deep learning, c'est d'ailleurs de plus en plus souvent le cas, et donc de pouvoir animer finalement cet ensemble de cybersécurité au bénéfice de l'utilisateur pour finalement réduire la surface d'attaque et être capable de réagir au plus vite lorsque une attaque est détectée. Donc, voilà un peu pour le dispositif firewall. Alors, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Je vais juste étendre un petit peu sur cette notion de distribution. Aujourd'hui, les systèmes d'information des entreprises et les entreprises en elles-mêmes sont rarement constitués de manière monolithique avec un seul site et un seul data center. On a des choses qui sont réparties et souvent distribuées sur des environnements différents. Aujourd'hui, il y a une adoption du cloud qui est quand même assez importante. La plupart des logiciels sont en mode SaaS. Il suffit de regarder la bureautique. Aujourd'hui, de très nombreuses entreprises ont adopté, bon gré ou mal gré, le débat n'est pas là, Office 365, donc avec une utilisation en mode SaaS. Et donc, on a des données qui sont un petit peu partout, entre guillemets. Et pour autant, ce qu'on cherche à protéger, c'est bien la donnée. Et en fonction du niveau de criticité, de l'importance de cette donnée pour l'entreprise, on va avoir besoin d'appliquer des règles et des politiques de sécurité qui sont les mêmes, que la donnée soit dans le data center détenu en propre, qu'elle soit dans un data center public, qu'elle soit hébergée par un data center lié à une application en mode SaaS, ou qu'elle soit sur le poste de travail de l'utilisateur. Finalement, peu importe où elle est, ce qu'on veut, c'est pouvoir la protéger de la même manière, puisqu'elle a la même importance, l'impact en cas de corruption ou de vol seront les mêmes, on va avoir besoin de les protéger de la même manière. Aujourd'hui, on se retrouve dans des infrastructures de sécurité avec des firewalls qui sont répartis sur des technologies, des architectures différentes, du cloud public, du cloud privé, du data center classique, je dirais, détenu en propre, des postes de travail divers et variés. Et l'idée, c'est justement d'être capable de déployer des fonctions de firewall nouvelle génération partout, mais surtout gouverner de manière centrale et unique. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de déployer des règles de sécurité, des politiques de sécurité, à la limite, la technologie qui permet de la déployer derrière, je dirais, c'est annexe. Alors, ce n'est pas complètement annexe, puisque justement, si on n'est pas capable de le faire, ça pose un problème, mais l'important, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir se concentrer sur les règles de sécurité, la politique que je veux mettre en place, de pouvoir la déployer finalement partout où se trouvent mes données, avec le même niveau de sécurité, le même niveau de contrôle et le même niveau de reporting, de journalisation, puisque la partie journalisation, et ça a été abordé tout à l'heure, est extrêmement importante. Aujourd'hui, et hier c'était le cas et demain ce sera encore le cas, on ne peut pas protéger ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas se permettre d'avoir des zones d'ombre dans le système d'information, et notamment en ce qui concerne la sécurité, parce que justement c'est ce qui va permettre de remonter des informations, de voir des comportements bizarres, peut-être de détecter des signaux faibles et de se rendre compte qu'on est sous attaque, c'est extrêmement important. Ici, on parle plus de ransomware, où effectivement les attaques sont à la fois assez basiques et assez unitaires, c'est-à-dire qu'en général, l'attaque se déroule d'un bout à l'autre avec le même code et d'une manière unique, mais il y a énormément d'attaques ciblées qui font intervenir un très grand nombre d'opérations avec une primo-infection, souvent qui exploite un 0D, avec du social engineering et ensuite du téléchargement de code additionnel, avec de l'usurpation de compte, de la montée en droit, enfin toutes ces choses-là. Ce qui est important de voir, c'est qu'il suffit à n'importe quel moment de cette chaîne d'infection de pouvoir bloquer l'action des cybercriminels pour que l'attaque soit inopérante. Et donc ça, ces fonctions de protection et de réaction sont extrêmement importantes. Il ne faut pas considérer que si un morceau de code malveillant a passé la première ligne de défense, comme ça peut arriver dans certains cas, on a perdu. Non, ce n'est pas vrai. Il y a toute une procédure derrière qui va permettre justement de rendre efficace la défense
Dernier exemple, et j'en aurai peut-être fini, parce que je pense que mon temps de parole arrive à sa fin, c'est notamment tout ce qui concerne les botnets, hein, ces petits logiciels qui vont prendre le contrôle de machines pour ensuite être utilisés dans des réseaux pour mener des attaques, casser du code, faire des attaques de déni de service ou envoyer du spam. Aujourd'hui, le nombre de codes différents pour faire ce type de fonction est complètement hallucinant. C'est des centaines de millions de codes différents. Donc, il est illusoire de penser que les systèmes anti-malware classiques vont tous les arrêter. Si on regarde un peu les statistiques, 95% des botnets d'aujourd'hui n'existaient pas hier et n'existeront pas demain. Donc 95% du volume de code malveillant relatif au botnet est développé en quelques heures. Donc c'est très difficile de le bloquer avec des signatures, même si on en bloque un certain nombre par ces méthodes-là. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de se baser sur le comportement. Si on a un poste de travail qui se connecte sur un centre de commande et de contrôle, puisqu'en fait c'est l'objectif premier d'un botnet, on est sûr qu'il est infecté. Si on est capable de bloquer cette communication avec le centre de commande et de contrôle, eh ben on a gagné. Le botnet est inopérant et il n'a aucun impact sur mon système d'information. Alors certes, j'ai un bout de code malfaisant qui est sur une machine, ou peut-être plusieurs, mais comme il n'est pas actif, finalement, ce n'est pas très important. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas regarder derrière pour faire un peu de nettoyage, mais en tout cas, il y a zéro impact, l'attaque n'a pas abouti et finalement, je ne suis pas à risque. Donc, c'est ça qui est important de voir. Et donc, c'est vraiment dans ces démarches-là. Et c'est finalement le fait qu'on est capable de faire communiquer plusieurs technologies entre elles, parce que malheureusement, il n'y a pas de technologie unique en cybersécurité qui va permettre de se prémunir contre tous les risques, qui va élever le niveau global de sécurité. Et ça, il faut le faire de manière automatisée et intégrée, parce que les gens qui gèrent la sécurité ont autre chose à faire et il serait dommage d'utiliser les ressources uniquement pour finalement essayer de faire fonctionner des produits entre eux. L'idée des plateformes de cybersécurité et l'idée de la fabrique avec le firewall next-gen à son cœur, c'est exactement ça, c'est de proposer une solution sécurisée, automatisée et intégrée.